Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle émission Lucky Comics Show. Et c'est bien entendu le sixième épisode. Dans ce sixième épisode, je vais vous parler de mes lectures du mois de mai. On arrive à la fin du mois de mai, j'ai eu pas mal de temps de lecture, j'ai pu rattraper énormément de comics que je n'avais pas encore lus, parce que oui, ce mois-ci, j'ai pris le dicton en mai, fais ce qu'il te plaît, au pied de la lettre. C'est-à-dire que j'ai pris énormément de temps pour rattraper des runs ou des comics que je n'avais pas encore lus. Des comics qui sont là depuis bien longtemps dans ma bibliothèque, mais que je n'avais pas encore pris le temps de lire. Et on commence fort, puisque le premier ouvrage que j'ai rattrapé de ma pile de lecture, il s'agit de East of West. Ouais, East of West, pas n'importe quel comics, puisqu'il s'agit simplement d'un très bon volume de comics. C'est une intégrale en 3 parties. Donc, aujourd'hui, et ce mois-ci, je vais vous parler du coup du premier volume de cette intégrale. Ce bouquin m'a été conseillé par Tonton Francky. Tonton Francky que vous reverrez peut-être dans certaines vidéos ou dans certains posts Instagram, puisqu'il me conseille parfois plusieurs bouquins à lire, étant donné son expérience dans les comics et son grand âge. Bien entendu, je respecte les personnes les plus âgées, et Tonton Francky est toujours de vos conseils. Il me l'a conseillé. Écrit par Jonathan Hickman, dessiné par Nick Dragota. Édité bien entendu chez Urban, qui nous sort là une merveille d'édition à grand volume, une intégrale, ça peut coûter cher, mais nous sommes chez Urban Comics, et cela coûte 39 €. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est dans un monde futuriste. 7 nations se partagent les États-Unis. Ouais, les États-Unis sont divisés en 7, qui vont se retrouver à affronter un ennemi qui va les emmener vers une guerre qui va être inévitable. Guidé par les cavaliers de l'Apocalypse, le monde va s'en retrouver changé à tout jamais. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est le premier volume d'une intégrale en 3 tomes. Donc, c'est important de pouvoir se les acheter, mais surtout, n'hésitez pas à vous les prendre, puisque, bien sûr, s'il y a une intégrale, ça veut dire qu'il y a eu des petits volumes auparavant. Sauf que, au moment où ce tonton Francky m'avait conseillé East of West, l'intégrale n'était pas encore sortie. J'avais voulu me les procurer, mais le seul problème, c'est qu'ils étaient difficilement trouvables. Donc, Urban vous les sort en intégrale, et ce, en 3 volumes. 39 € x 3, je pense qu'on arrive assez facilement à un prix totalement raisonnable afin de pouvoir lire une intégralité et qui est vraiment très bonne. L'histoire se déroule dans un monde futuriste où les cavaliers de l'Apocalypse vont semer un petit peu la zizanie entre les différentes nations. Le but étant que chacune des nations montre qui est la plus forte et devienne un peu la nation majoritaire, si ce n'est la seule nation des États-Unis. Et ça, Jonathan Hickman nous le retranscrit d'une manière exceptionnelle. Le scénario va vous tenir en haleine tout du long. J'avoue, j'ai eu un petit peu de mal au début. Pourquoi? Parce que le scénario est pas forcément bien ficelé au tout début. Et certaines informations nous manquent pour avoir le début réellement de l'histoire. D'autant plus que les dessins de Nick Dragota sont loin d'être exceptionnels. Malheureusement, il y a quelques petits défauts sur les dessins. Les couleurs, parfois, sont plutôt bien choisies, parfois un poil moins bien choisies. Mais en tout cas, de trouver des personnages qui sont tout blancs, tout verts, tout rouges, tout bleus, c'est compliqué, surtout quand on n'a pas le concept qui va autour. Mais ça, ce n'est que le début, c'est-à-dire vraiment les toutes premières pages de East of West. Une fois que vous avez passé ces premières pages, vous avez un scénario à noter sur 10 sur 10. Hickman nous pond quelque chose de magnifique. Nick Dragota fait des dessins qui ne sont pas, encore une fois, pas très beaux, mais qui font clairement le café. Je vous rappelle quand même qu'on est en putain de situation de guerre. Les dessins sont pas forcément besoin d'être beaux. On a besoin plutôt d'avoir justement ce sentiment de tourment, de ok, ça va chauffer. Et clairement, ça chauffe déjà rien que dans ce premier volume. J'attends avec impatience le prochain volume qui sort au mois de juin. Clairement, c'est un comics que je vous recommande, mais les yeux fermés. Tonton Francky,
Approuve. Après East of West, j'ai également rattrapé un autre run qui était sorti il y a de ça plusieurs mois, si je ne me trompe pas, même fin d'année dernière, pardon, 2020. Mais malheureusement, ça ne peut pas toujours être aussi bien que East of West. Et ça, malheureusement, je vous le présente. Il s'agit du run de Dan Slott sur les 4 Fantastiques. Je vous montre avec les derniers tomes. Les 4 Fantastiques. Une des plus grandes familles de l'univers Marvel. Une des familles les plus connues. Et ouais, on connaît tous les 4 Fantastiques. On sait tous ce qu'ils ont été capables de faire. On sait tous ce qui se passe avec les 4 Fantastiques. Au cinéma, c'est souvent de la bouse. Et ben là, Dan Slott, qui est au scénario, aidé en dessinateur. Malheureusement, j'en ai beaucoup trop à vous dire. Sarah Pichelli, Aaron Kuder, Paco Medina, et j'en passe. 5 tomes à lire dans ce run. 5 dessinateurs. C'est beaucoup trop. Alors certes, je veux bien qu'il y a des dessinateurs qui coûtent plus cher que d'autres. Sarah Pichelli a quand même une certaine cote. Mais parfois, si on veut faire survivre un run, si on veut que ce run se vende, si on veut que ce run devienne mythique, on se dise, ok, dans 10 ans, ce run, les gens qui l'auront de base en neuf, ils vont peut-être spéculer dessus. Et c'est pas bien la spéculation. Mais on veut que ce run fonctionne. Et que dans le futur, on se dise, le run de Dan Slott, il était énorme sur les 4 Fantastiques. Malheureusement, je ne pense pas que ce run devienne mythique. Le prix, bien entendu, parce que oui, on va parler de prix, il y en a 5. À part le premier, qui est une offre découverte, bien entendu, j'ai viré le petit macaron, parce que ça fait très très moche sur une édition, il coûte 10 €. Les autres, c'est entre 17 et 20 € dans la collection, bien entendu, 100% Marvel, de chez Panini. Comme je vous ai dit, j'ai rattrapé le run, j'ai donc rattrapé les 5 volumes ce mois-ci. Oui, j'avais de la lecture en cours de route. J'ai été hypé par le premier volume. Les autres ont été beaucoup plus inégaux, même si certains sont vraiment intéressants. Donc, vous faire un résumé des 5 volumes, c'est compliqué. Simplement, le synopsis de Dan Slott au départ dans ce lancement de ce run des 4 Fantastiques, Ben Grimm et Johnny Storm, donc la Chose et la Torche Humaine, se retrouvent à 2. Ouais, les 4 Fantastiques n'existent plus à part entière. Puisque Susan Storm et Reed Richards, donc mariés et avec 2 enfants, sont partis de la Terre. Ils sont partis voyager dans la galaxie afin de la découvrir. Et bien sûr, Johnny et Ben n'ont plus qu'une chose en tête, c'est les retrouver afin de refonder les 4 Fantastiques. Ils se démerdent tant bien que mal pour essayer de sauver les meubles, pour aider New York, pour aider un petit peu le quartier. Clairement, ils font le café. Mais les 4 Fantastiques à 2, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fun. Donc, le synopsis de départ, c'est ça. Malheureusement, on va avoir des comics dans ce run qui sont très bien. On va notamment passer par exemple par le mariage de Ben Grimm. Et on sait tous très bien qu'un mariage de super-héros, ça ne se passe jamais comme prévu. Alors oui, ça sera plutôt intéressant, qui est le dernier tome paru, qui va nous conter une histoire assez sympathique, puisqu'on va revenir un petit peu aux origines des 4 Fantastiques qui ont découvert leur pouvoir, le pourquoi ils ont essayé d'aller dans l'espace. On va comprendre aussi comment ils ont eu un petit peu leur pouvoir, d'après Dan Slott. Et ce comics-là avait quelques bonnes idées. Malheureusement, par exemple, le tome avec Hulk contre la Chose, je l'ai trouvé mais totalement inutile, je l'ai trouvé totalement désuet. Le scénario est très inégal. Et malheureusement, c'est pas non plus aidé par les dessinateurs. C'est-à-dire que le premier volume est dessiné par Sarah Pichelli, et les autres, il y a beaucoup trop de dessinateurs pour accrocher. C'est-à-dire qu'on va avoir des dessins qui vont être assez beaux, et des dessins qui, malheureusement, vont être pas moches, parce que c'est pas bien de dire qu'un dessin est moche. Le dessinateur fait un travail, et surtout, on a vu bien pire en termes de dessin, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Un run qui a un côté attachant, familial, et qui repose. On va pas être justement dans du super-héros en mode « Ok, on va sauver le monde, on va castagner la gueule à chacun des méchants dans tous les comics. »
On va pas avoir un comics, un méchant. C'est même plutôt le contraire. On a une continuité. C'est-à-dire que dans le tome 2, on a le mariage, dans le tome 3, on a la lune de miel, et ensuite, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Mais on a une continuité qui est là, qui est une continuité qui s'impose. Il s'agit avant tout d'une histoire de reconstruction familiale. Bien sûr, la famille est séparée, il y a des déchirures dans cette famille, il faut la reconstituer, il faut essayer de reprendre l'alchimie qu'il y avait avant cette césure. Et bien entendu, il faut renouer avec le quartier qui est bien sûr le quartier des 4 Fantastiques, qui malheureusement est souvent un petit peu chargé par les super vilains. Donc, ce run-là est intéressant. D'une, parce que Dan Slott recrée quand même quelque chose qui est intéressant avec une des familles les plus anciennes de Marvel, et en plus parce que ce n'est pas que du bourrinage, c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus attachant. Alors oui, je vous le dis depuis le début de cette présentation comics, c'est très inégal, mais ça vaut le coup de lecture. Et petit PS, ouais, les dessins sont pas toujours beaux, mais un dessin est magnifique. Mais juste parce qu'il y a tellement d'émotions dans cette image. Si un jour vous trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Suzanne regarde Reed Richards, vous avez tout gagné dans votre vie. Et pour ce 3e ouvrage que je vais vous présenter, ce n'est pas un ouvrage mais encore un run qui est resté aussi très longtemps dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire. Un run en tout cas que j'ai été content de lire et que je ne laisserai plus dans ma pile à lire, au contraire des 4 Fantastiques, puisqu'il s'agit du run de Captain Marvel écrit par Kelly Thompson. Bien entendu, les volumes que je vous montre, ce sont les volumes avec les dernières sorties en avant. Là, c'est le tome 3. Déjà, nous avons des très très belles covers. Des très très belles covers, pardon. Je ne sais même plus parler. Bon, à part la première qui est un peu particulière. Mais voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est écrit par Kelly Thompson, qui est aussi à la charge de Black Widow sur un certain run. Nous avons quand même Carmen Carnero qui va dessiner le 1er volume. Nous avons ensuite Lee Garbett qui va dessiner le 2e et 3e volume. Et enfin, le 4e sera dessiné par Corey Smith. Donc, on arrive quand même assez facilement, du coup, à des turnovers de dessins. Des dessins, du coup, qui vont changer un petit peu. En termes de prix, nous sommes sur du prix de 100% Marvel, bien entendu. Ça varie souvent entre 17 et 20 euros. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Parce que oui, à chaque fois, je vous dis qui les a dessinés, qui a fait ci, mais vous êtes là avant tout pour que je vous donne mon avis, que je vous résume un petit peu. Et malheureusement, c'est un petit peu comme les 4 Fantastiques. J'ai lu tout un run. Donc oui, je veux bien vous faire un résumé, par exemple, du 1er volume, du 2e volume, du 3e, du 4e. Bon, alors là, on est encore là demain. Donc, je vais vous résumer globalement un petit peu le principe de ce run. Contrairement aux 4 Fantastiques où il y avait un petit peu un fil rouge qui permettait de suivre un petit peu l'histoire, qui disait, ok, dans le 1er tome, ils avaient fait ci, dans le 2e tome, il y a ça, dans le 3e, il y a ça. Là, forcément, il y a un petit fil conducteur qui est, bien sûr, Carol Danvers, qui est Captain Marvel. Mais par contre, un volume, plus ou moins une histoire, un méchant. Et ça, jusqu'au 4e tome. Pour l'instant, qui en a que 4 de sortie. Donc oui, c'est un peu embêtant, il y a moins de fil rouge. Mais justement, est-ce que c'est pas vraiment prise de tête d'avoir un fil rouge? Peut-être que là, on se dit, Kelly Thompson nous vend 4 histoires totalement différentes, 4 histoires où Carol Danvers sera aidée par d'autres super-héroïnes. Parce que oui, il faut savoir, Kelly Thompson nous vend un Captain Marvel, mais féministe. C'est-à-dire que oui, vous verrez du Captain America, oui, vous verrez du Iron Man. Et encore, Iron Man, quand il apparaît dans le tome 3, il apparaît en peignoir. Donc, pas forcément dans son meilleur attribut. C'est beaucoup plus présenté avec des super-héroïnes comme Jessica Drew, Miss Marvel, She-Hulk aussi, bien entendu. Donc, forcément, on a beaucoup plus de super-héroïnes que de super-héros dans ce comics. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Comme je vous ai dit, une histoire, un méchant, des super-alliés qui changent généralement d'un tome à l'autre. Par contre, qu'est-ce qui reste du tome 1 jusqu'au tome 4 à l'heure actuelle? Du fanservice. Je vous rappelle que Carol Danvers, avant d'être une super-héroïne, est quand même geek. Il y a quand même plusieurs références, notamment avec le chat de Captain Marvel,
Petite anecdote, il s'appelle Chewie. Et oui, si vous ne savez pas d'où vient le nom Chewie, je vous dis, vous avez toute une culture geek à récupérer puisque Chewie est le petit nom de Chewbacca dans Star Wars. Donc oui, il y a du fan service, il y a du girl service puisque forcément il y a beaucoup de super-héroïnes et justement ça permet aussi aux jeunes lecteurs de se dire ah d'accord, il n'y a pas que Captain Marvel en super-héroïne. Peut-être que She-Hulk sera intéressant, peut-être que Spider-Woman sera aussi intéressante. D'ailleurs, Spider-Woman, gardez ça en tête. Peut-être que ça arrive plus tard dans la vidéo. J'ai un petit coup de cœur pour le troisième volume. Troisième volume qui est ici. L'histoire, c'est quoi? C'est Captain Marvel qui est en train de pencher un petit peu dans le côté obscur. Parce que oui, elle doit sauver la planète Terre en tuant des Avengers. Ouais. C'est tout ce que je vous dirai sur ce troisième volume, parce que vous en dire plus, ça serait vous spoiler. Mais alors oui, voir une Captain Marvel au bord du côté obscur, franchement, c'est kiffant à voir. J'ai par contre un petit bémol à mettre dans la série, puisque le quatrième tome qui est ici, donc nommé l'accusatrice, malheureusement, il faut avoir lu un run event avant, afin de comprendre justement l'intérêt de ce bouquin. Parce que oui, il se passe à peu près en même temps ou à la fin du run Empire, un des derniers events estivales de Marvel. Mais ça n'empêche en rien sa qualité. Et clairement, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est un comics que je ne laisserai plus aussi longtemps dans ma pile à lire, parce que clairement, Kelly Thompson fait de l'excellent travail sur Captain Marvel. Et j'ai d'ailleurs hâte de voir le travail qu'elle réalisera donc dans Black Widow. On en a fini avec les rattrapages de run, puisque bah forcément ça prend du temps de lire 9 bouquins des 4 Fantastiques et du Captain Marvel. Et comme je vous ai dit, juste un petit peu avant, dans le run précédent de Captain Marvel, on parlait souvent de Spider-Woman alias Jessica Drew. Enfin, plutôt Jessica Drew alias Spider-Woman. Oui, c'est une super-héroïne. Oui, elle a aussi eu droit, récemment, à un nouveau comics, puisqu'il s'agit du comics Spider-Woman, écrit par Carla Pacheco, dessiné par Perry Perez. Et qu'est-ce que j'ai été surpris. Qu'est-ce que je kiffe ce bouquin. Je m'attendais pas à ça. Spider-Woman, qu'est-ce que c'est? Ça parle donc de Jessica Drew, maman célibataire, super-héroïne, et malheureusement fauchée. Oui, le travail de super-héros ne rapporte pas toujours énormément d'argent. Donc, pour se faire un petit peu d'argent, elle se fait engager par un milliardaire qui travaille dans les entreprises pharmaceutiques. Il a reçu des menaces de kidnapping vis-à-vis de sa fille et se dit « Ok, je vais engager une super-héroïne pour protéger ma fille. » Et bien entendu, ce n'est pas aussi simple. Parce que tout ceci n'est qu'une simple ruse, puisque la fille étant malade et handicapée et allant bientôt mourir, il décide d'essayer de voler les pouvoirs de Jessica Drew afin de pouvoir concocter un antidote afin de pouvoir soigner sa fille. Bien entendu, cela va rendre Jessica d'autant plus malade et d'autant plus énervée. On aura également plusieurs twists dans Spider-Woman, puisque on va démarrer 2 passes avec Jessica Drew et un milliardaire, et on va finir avec quelque chose de totalement à l'opposé de ce qu'on pouvait s'y attendre. Bien entendu, ça sera Jessica Drew versus l'Hydra, et pour ceux qui connaissent l'histoire de Jessica Drew, c'est une grande histoire d'amour, l'Hydra et elle, puisque je vous rappelle qu'elle était agent double, puisqu'elle travaillait pour Nick Fury, et en même temps elle travaillait pour l'Hydra. Bien entendu, depuis, elle est devenue une super-héroïne, parée de sa belle tenue rouge et jaune, qu'elle n'aborde plus d'ailleurs dans cet épisode, puisque dans cet épisode, elle abordera un costume noir et rouge, qui est franchement très très classe. Donc, niveau scénario, comme je vous ai dit, c'est un scénario qui a énormément de twists. C'est un scénario qui, clairement, va vous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Et pour finir, le 5e comics que je vous ai lu, malheureusement, je vous fais finir sur une mauvaise note, puisque j'ai été déçu. Déception. Le 5e volume, c'est la déception même. Et pourtant, c'est de la déception, mais avec de la hype. Pourquoi? Parce que le 5e et dernier comics que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Thor, un mariage en enfer. Vous savez tout l'amour que j'ai pour Jason Aaron sur le run de Thor. J'adore ce scénariste. Malheureusement,
Il est aidé là au dessin par Mike Del Mondo et Christian Ward. Et malheureusement, les dessins font mal. Très mal. Mais on y reviendra plus tard. 20 €, c'est du 100% Marvel. Encore une fois, comme je vous dis, le 100% Marvel, c'est du ça passe ou ça casse. Oui, nous sommes en pleine guerre des royaumes. Malekith est en train de foutre le feu partout dans la galaxie. Il essaye de conquérir la galaxie entière. Malheureusement, Jane Foster a dû laisser tomber le marteau, a dû laisser tomber la combinaison. Mjolnir a disparu. Jane Foster est redevenue Jane Foster. Et elle doit se soigner, elle doit soigner son cancer. Thor n'a donc plus de Mjolnir à soulever, et donc a décidé de se remontrer digne d'un potentiel marteau à nouveau, et d'essayer de ramasser un petit peu les différentes armes qui sont malheureusement dispersées, notamment sur Terre, suite à la chute d'Asgardia. Ça va emmener Thor en Hell, et avec un petit mariage. Mais ce n'est pas tout, parce que après ce mariage, on se retrouve avec dans un monde futuriste où Thor est devenu père de tout, et est devenu même grand-père. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où, par exemple, on a un peu de hype, puisqu'on a un combat donc entre Thor, père de tout, mais Wolverine n'est pas que Wolverine. C'est l'avatar du Phénix. Donc Thor, Wolverine, Phénix. Oh, aïe, 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 ça sent le combat des dieux! Ça sent le combat qui va vous apporter beaucoup d'action, mais en fait, est coupé par des interludes. Des interludes qu'on ne comprend absolument pas l'intérêt, sauf à la dernière page de l'interlude. Heureusement, on termine sur une très bonne note, puisque l'interlude qui servait à rien et qui coupe en plus le combat entre Thor et Wolverine, il finit au moins en se disant Eh, je vais vous montrer quelque chose, le prochain tome, ça va être épique. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. J'ai été aussi un petit peu déçu du coup par les dessins, parce que forcément, Mike Del Mondo et Christian Ward n'ont pas du tout le même système de dessin. Mike Del Mondo, malheureusement, nous vend des dessins très pâles, malheureusement. C'est pas du très joli, c'est pas du très coloré, c'est un peu fadasse à mon goût. Et donc voilà, je vous ai parlé donc un petit peu de mes 5 comics ou run que j'ai rattrapés pendant ce mois de mai. Beaucoup de déceptions pour certains tomes, quelques petites surprises, notamment le Spider-Woman, notamment le Captain Marvel. East of West aussi, même si ça je m'attendais à aimer vu toute la hype et toute la description qu'on m'en avait fait, j'avais juste pas eu le temps de lire une intégrale. J'ai eu le temps à nouveau de la lire, et clairement j'attends le deuxième volume, comme j'attends les prochains volumes de Spider-Woman, comme j'attends les prochains volumes de Captain Marvel. J'espère que vous avez aussi un petit peu aimé les différents comics que je vous ai parlé. J'espère que je vous ai aidé un petit peu dans votre choix d'achat, dans votre choix de lecture également. J'espère que vous irez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans un prochain Lucky Comics Show. Donc, portez-vous bien.